Alors voilà, voilà un documentaire donc, qui plante un petit peu le décor. On a vu impact sur la biodiversité, impact sur le paysage, impact sur la pêche. Alors Philippe, est-ce que ce sont tous les ingrédients de l'acceptabilité sociale qu'on voit dans ce documentaire? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment se compare la situation en France par rapport à l'Europe sur ces sujets? Bonjour à toutes et à tous. Donc merci à E5T de m'avoir invité avant de répondre à votre question. Des remerciements sincères parce que j'ai été très surpris de ce matin des exposés. Et notamment, enfin, vous pouvez voir la couleur de mes cheveux que j'ai pas commencé l'année dernière à travailler. Donc j'ai eu un passé dans la recherche publique, notamment dans l'environnement. J'ai eu l'honneur d'être un des premiers à suivre des formations en écologie en France. Et ce matin, j'ai été complètement époustouflé par le fait qu'on puisse aborder tranquillement des questions aussi importantes, bien sûr, en tant qu'ancien écologiste, enfin écologue de formation, sur l'impact du bruit sous-marin sur les animaux, sans que dans la salle, il y ait de bruissement ou voire éventuellement même de quelques sourires, ce qui aurait pu se produire simplement 10-15 ans en arrière. Donc notre société avance à grands pas, et je pense que des forums comme 5T, c'est vraiment le lieu pour faire cette progression. Donc je ferme cette parenthèse. Alors par rapport à ce reportage, que j'ai regardé avec un œil d'expert, donc Acceptable Avenir, ma société, je l'ai créé il y a 12 ans pour développer des méthodes, des process et des outils sur l'acceptabilité. Pour la mission, c'est vraiment d'accompagner les changements profonds de notre société qui sont obligatoires si on veut réussir les transitions. Hein. On a bien vu ce matin, les mots ont été prononcés à moult fois, de dire transversalité, les écosystèmes ne plus travailler en silo. On est bien dans des écosystèmes, on est bien dans quelque chose où on ne peut plus travailler à périmètre constant, donc il y a vraiment besoin de travailler dans des modes d'écosystème. Donc qu'est-ce que l'on a vu là dans le reportage? Il y a le premier mot qui m'a frappé, moi, c'est quand le micro est tendu aux marins pêcheurs et le journaliste, bien sûr, le conduisait vers la catastrophe, hein, du style demain vous allez avoir un mur d'éoliennes devant chez vous, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça me fait mal au cœur. Il n'a pas dit ça me fait mal au porte-monnaie, il a dit ça me fait mal au cœur. Donc on est dans l'acceptabilité, dans le rapport entre des dimensions qui sont souvent affectives, subjectives, cognitives et un domaine qui est beaucoup plus rationnel, qui est le monde de la construction, le monde des énergies, le monde industriel, et donc avec leur rationalité. Ce qui ne veut pas dire que les pêcheurs n'ont pas leur rationalité, mais quand ils s'expriment à ce sujet, c'est plus des émotions qu'ils font valoir. Donc ça, c'est le premier constat que je fais par rapport à ce reportage, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Le deuxième constat que je fais, qui va vraiment dans le sens que je vais essayer de vous présenter cet après-midi, c'est qu'on a eu le commentaire du biologiste belge, puisque la Belgique fait partie des 5 pays qui concentrent 95% de la capacité installée dans le monde. Hein. Donc il y a la Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni et Chine. Donc il y a 5 pays seulement, hein, qui concentrent la capacité installée en mer. Donc ce biologiste, comme toute approche rationnelle, scientifique, a fait la démonstration que les éoliennes plantées détruisaient peut-être pendant la phase de construction, d'installation, mais après offrait des nouveaux habitats pour les animaux. Donc quand on augmente la diversité des habitats, on augmente la biodiversité. Bon, enfin ça, c'est des choses qu'on commence à bien connaître, mais on est bien dans quelque chose qui est inaudible. C'est complètement inaudible. De tels propos sont complètement inaudibles par rapport à des gens qui sont dans des dimensions qui sont beaucoup plus affectives, culturelles. C'est chacun son référentiel de valeur qui va venir se heurter. Donc on est dans des démarches hautement complexes de trouver le lien entre des choses qui tombent sous le sens. On se dit, bah oui, tout le monde a besoin d'énergie renouvelable. J'ai fait une petite revue bibliographique avant de venir, là, ce qui se passait à l'international.
j'ai pris plutôt des travaux scientifiques parce qu'en principe, il y a une norme internationale qui fait que chaque recherche est analysée par un comité de lecture. Donc on peut dire que c'est plutôt objectif, pas toujours, mais c'est plutôt objectif. Et dans les pays, donc j'ai regardé États-Unis, Suède, Pays-Bas aussi, Angleterre aussi, Corée, tous font le même constat, c'est-à-dire que l'acceptabilité générique, c'est-à-dire quand vous posez la question aux personnes qui sont chez elles par un sondage, tout le monde a une image positive des énergies renouvelables, tout le monde a une image positive des éoliennes, qu'elles soient sur terre ou en mer. En France, on est il y a eu un sondage en 2021 autour de 66%. Dans les autres pays, c'est 80%, mais peu importe, c'est le même ordre de grandeur. Et tous les travaux que j'ai lus, donc des 4 dernières années, je me suis limité aux 4 dernières années, tous les travaux que j'ai lus disent qu'il y a une bonne acceptabilité générique, mais quand on arrive sur le territoire, les oppositions arrivent, quoi. Voilà. Donc c'est pas franco-français, c'est quelque chose qui est partagé à l'échelle mondiale. Et les éléments qui sont mis en avant par les opposants, ce sont quasiment presque tous les mêmes à travers la planète. C'est la problématique du paysage, c'est la problématique de la destruction supposée ou réelle, j'en sais rien, mais enfin en tous les cas perçue comme telle d'une économie, que ce soit l'économie touristique, que ce soit l'économie de la pêche, bien évidemment l'impact environnemental. Si j'ai bien compris, quand on installe des éoliennes, quand on les insère dans le fond marin, il y a des problématiques de destruction des habitats, mais qui a priori pourraient être récupérés. Enfin voilà, on est dans un domaine où vont venir se heurter des approches très rationnelles, très réfléchies, et puis des personnes qui sont plutôt dans l'émotion, quel que soit leur métier. Parce que là, on met souvent les pêcheurs en avant, parce que c'est eux qui montent le premier au créneau. Mais on a bien vu arriver dans le débat de l'éolien, aussi l'éolien en mer, qu'il n'y a pas que les pêcheurs qui sont opposés. Alors que faut-il faire? On voit, comme vous le dites, il y a un débat qui est émotionnel face à un débat rationnel et scientifique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette acceptabilité sociale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, j'imagine, identifier les personnes, les parties prenantes à ce projet, arriver à identifier, essayer de les convaincre ou de les intégrer, peut-être de les inclure dans le projet, dans le développement du projet. Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que un projet d'éolien offshore, finalement, arrive à être mieux accepté socialement et donc développé dans des délais qui soient plus raisonnables? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles existent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, il faut pouvoir les mettre en application. Ça, c'est peut-être là un peu plus compliqué. Et là encore, les solutions, elles sont partagées à l'échelle internationale. Donc, nous, on a pris l'habitude d'utiliser comme image l'iceberg. Donc, tout le monde voit ce que c'est un iceberg. Et dans l'acceptabilité d'un projet, il y a ce que l'on voit, c'est-à-dire c'est la pointe émergée de l'iceberg qui va recenser tout ce qui parle du projet dans ses dimensions matérielles. Ça veut dire les impacts sur le paysage, sa technicité, son modèle économique, sa réglementation, l'impact sur les économies. Mais on s'est aperçu, donc pour ça on a fait des travaux de recherche avec des sociologues, on s'est aperçu, et des économistes, on s'est aperçu que ça représentait juste un tiers de l'acceptabilité d'un projet. Les 2 autres tiers, c'est la partie immergée de l'iceberg, qui sont du domaine de la relation entre le projet, les porteurs du projet, le territoire, et l'autre domaine, le dernier tiers, c'est ce qu'on peut appeler la gouvernance. Alors pas la gouvernance de l'entreprise, mais comment un projet qui arrive sur un territoire, comment il construit sa gouvernance, puisqu'il arrive dans un territoire qui n'est pas forcément les siens. Les anglo-saxons utilisent des termes encore plus forts. Ils parlent de justice procédurale, de justice de répartition et de justice interactionnelle. Donc ça veut dire qu'ils mettent en avant le fait que la façon
dont la décision va être prise par l'implication des parties prenantes, comme vous l'avez identifié. De les identifier, c'est bien, mais elles s'identifient toutes seules. Hein. On les voit vite venir au micro ou en manifestation. Donc la participation dans le processus de planification de ces parties prenantes est quelque chose de très important. Donc ça, c'est la justice procédurale. La façon dont on va répartir les conséquences négatives ou positives du projet sur le territoire, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc il y a une notion d'équité qui est très très proche. Et le troisième point, c'est la dimension interactionnelle. Et il y a quelqu'un qui a écrit qu'en fin de compte, la façon dont une personne est respectée dans un processus de réflexion collective est presque plus important que le processus et le résultat lui-même. Bon, ça, nous, on l'observe sur le terrain tous les jours, que quelles que soient les énergies renouvelables qu'on accompagne, qui sont mises en difficulté, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Donc, il y a cette dimension de se dire, il y a une planification qui doit être faite par association, presque co-construction. Alors, en France, l'avantage, c'est qu'on a la CNDP, Commission nationale de débat public, qui est un passage obligatoire pour les parcs éoliens. La CNDP, vis-à-vis de la nouvelle loi, a dit que ça serait bien qu'il puisse y avoir des débats mutualisés entre les différents parcs parce qu'il y a des problèmes de co-visibilité. Mais en même temps, on s'aperçoit que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ces débats, on n'est pas forcément allé jusqu'au bout des choses et on n'est pas forcément rentré dans le détail qui fait que de la vie de tous les jours, quoi, qui fait que les pêcheurs vont éventuellement se retrouver dans ce nouveau paysage et pouvoir faire une coactivité entre la production d'énergie et la production de pêche. Voilà. Donc inclusion, débat, respect. Et si on parle de débat public, alors nous avons un expert à côté, François Soulet de Brugière, qui est un fidèle parmi les fidèles de 5T, qui est aussi un spécialiste des projets PUMA, dont il nous a parlé ce matin, donc les projets utiles mais ailleurs. Pour nos amis anglo-saxons, ce sont les projets NIMBY, donc Not in my backyard. Donc François, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience de ces débats publics ? Alors, je peux parler de deux choses. D'abord, en ce qui concerne les éoliennes, quand je suis arrivé à la présidence du port de Dunkerque en 2006, il y avait un projet d'éolienne au large de Dunkerque sur des grands bancs de sable, parce que le channel, il est très fréquenté, mais il y a quand même des parties, des grands bancs de sable. Il y avait un projet là-dessus. Et les pêcheurs étaient vent debout contre ce projet, parce que c'était justement leur meilleure zone de pêche, c'était là où les poissons vivaient et tout. Bon. Donc moi, j'ai pas fait beaucoup de bruit, et j'ai demandé à un avion de passer 2 fois par semaine pendant 3 mois pour voir combien il y avait de bateaux sur ce coin-là. Pas un seul bateau en 3 mois. Alors, je suis peut-être tombé à la mauvaise période, mais enfin bon. En tout cas, c'était un bon argument pour dire aux pêcheurs qu'ils étaient gentils, mais que je n'avais pas eu de bateau. Finalement, donc ils étaient revenus un peu, mais avec quelques milliers d'euros par personne, ça pourrait peut-être s'arranger, parce que finalement, les poissons, ils pourraient accepter. Bon, bref. Et celui qui nous a planté le projet, c'est le préfet maritime. Parce que lui, il nous a expliqué que ça perturbait les ondes des radars qui étaient sur la zone de Calais, ce qui n'est pas complètement faux, hein, surtout à l'époque. C'est vrai, mais on lui a dit on va vous mettre une antenne radar relais devant le parc, comme ça vous pourrez faire. Il n'a jamais voulu entendre parler de ça, et donc le projet est tombé à l'eau. Et là, on est reparti sur un nouveau projet. Il y a 4 ans maintenant, quelque chose comme ça, qu'il a été lancé. Bon, avec des recours, très bien. Et c'est vrai que là, la France, on marche sur la tête. Hein. D'abord, je veux dire, pour moi, dans la biodiversité, la première espèce à protéger, c'est l'homme au travail. Parce que s'il n'y a pas de travail pour l'homme, le reste, ça devient très très compliqué. Bon. Donc, un projet qui permet à un port et à une région de vivre en créant en faisant, comme on voit dire sur les autres sites, créer des parcs pour les pales, des usines pour faire les nacelles, etc. C'est intéressant. Et finalement, on s'aperçoit que dans le port, les gens qui travaillent sur le port ou qui travaillent dans un périmètre proche du port, ils sont généralement favorables à cause de ça, parce que c'est du travail. Bon. Ceux qui sont contre, c'est souvent, très souvent, des gens qui sont plus loin. Et donc, il y a 2 solutions. Ou bien on dit, eux, ils ne comptent pas, et à ce moment-là, ça se passe mal, ou bien on essaye de leur expliquer pourquoi ça peut se passer bien, et comment c'est pas finalement
que des trucs impossibles à vivre. Et, bon, alors je vois type de réflexion. Ah oui, mais une éolienne, on met dessus des anodes sacrificielles. Alors les anodes sacrificielles, on en met sur tous les bateaux, vous savez, pour éviter que le métal soit rongé par l'électrolyse naturelle. Et vous vous rendez compte, 160 kilos d'anodes par an. Je dis, ah bon, attends, la mer, c'est combien de millions de mètres cubes, quoi, hein, donc rapporté au mètre cube, c'était quand même pas grand-chose. Mais voilà, c'est des jets comme ça, des fulgurances qui font que les projets sont peu acceptés. Donc il faut mettre du lien social. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à Dunkerque, on a décidé, suite à un projet qui posait problème à certains, de faire un port center pour que justement les gens comprennent comment ça marche. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que, compte tenu des règles de protection et de sécurité sur les ports, ou même de sûreté d'ailleurs, les ports se ferment. Et donc les gens n'y viennent plus. Et quand vous venez plus quelque part, vous commencez à fantasmer dessus. Et du coup, le port devient une espèce de grosse poubelle où il se fait plein de choses très mal. Et donc, il faut sortir les ports. Mais si on sort les ports, on les met où? Alors, il y a une personne qui nous a dit, bah oui, puisque entre Douvres et Calais, vous avez 2 ports, pourquoi vous ne faites pas un seul port au milieu? Ouais, bien sûr. Idée intéressante. Bon, très bien, on va creuser. On va faire un débat. Bon, voilà. Quant à la Commission nationale du débat public, vous savez, pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale, ce truc. Parce que c'est eux qui fixent les prix. Et à Dunkerque, il y a eu un projet d'extension de terminaux qui demandait plusieurs centaines de millions que l'on trouve. J'ai toujours dit, quand on a un bon projet, on trouve toujours les sous. Il y a tellement d'argent qui tourne sur Terre que c'est comme ça que ça se passe. Mais bref, on nous a dit, il faut un débat public. Ils nous ont demandé 700 000 € pour faire un débat public. C'est-à-dire aller dans quelques mairies, puis voilà. Bon, d'abord, ils ont fait faire un document de 320 pages. Alors, vous voyez le Pékin moyen à qui on donne un document de 320 pages pour lui expliquer comment ça va marcher. Autant vous dire qu'une fois qu'il a vu les 2 premières photos, il fout ça sur sa cheminée, puis c'est terminé. Hein, bon, bref. Et après, donc, mais je vous assure, pour moi, si dans mon entreprise, le Roi Merlin à l'époque, si j'avais été présenté un projet de débat public et que j'avais demandé 70 000 €, on m'aurait dit, garçon, t'es gourmand. Ouais. Pour la même chose, hein. Bon, mais là, c'était 700 000 €. Mais il fallait des logements avec vue sur mer, il fallait plein de trucs. Voilà. Bon, bref. Quand j'en ai parlé, au ministère, à une personne qui a eu une belle carrière, puisque c'est Madame Borne, je lui ai dit, vous vous rendez compte, il me demande 700 000 €, jusqu'à elle a souri. C'est tout, voilà. Et bien c'était 700 000 €. Bon. Je trouve que ce n'est pas logique, si vous voulez. Deuxième élément, n'importe qui peut faire une contribution. Il y a des contributions qui sont compréhensibles, qu'elles soient pour ou qu'elles soient contre. Hein, mais parce que ce sont des gens qui sont des gens impliqués dans le projet, soit des gens qui connaissent le sujet, mais vous recevez des trucs mais du monde entier, ouais, sincèrement. Et des gars, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre du projet de Dunkerque? Et qu'est-ce qu'ils en connaissent? Voilà. Donc, et ça vous retarde, et ça prend des années, et des années, et des années. Ici, au Havre, vous connaissez tous le projet de la Chatière, hein, la fameuse Chatière. Bon, voilà. Alors, le débat public est lancé, et je ne suis pas certain que ça aboutisse, mais on verra. Voilà. Donc, bref, je pense qu'il y a, d'une part, des gens qui s'expriment sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. D'autre part, il y a des administrations qui, pour surtout pas prendre de coups, mettent parapluie sur parapluie. Et au total, on met 15 ans pour faire un projet, là où d'autres en mettent 7. Voilà, c'est triste à dire, mais je le dis comme ça, mais c'est une vraie colère que j'ai, parce que c'est dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Et le domaine maritime est aujourd'hui particulièrement touché. Moi, quand j'ai été élu, on peut dire nommé, parce que c'est quasiment la même chose, enfin bref, élu président du port de Dunkerque, la feuille de route qu'on m'a donnée, elle faisait 1 page et demie. Et dans la page et demie, il y avait tout le machin au début pour me féliciter de prendre un poste de cette nature, et tout le truc à la fin pour me dire qu'on me souhaitait bon vent. Voilà. Bon. Autrement dit, s'il y avait 30 lignes sur mon projet, c'était tout. Aujourd'hui, quand vous regardez les projets pour le président de port, on fait référence à des dizaines de documents. Donc c'est des milliers de pages qu'il faut voir. Oui. Et ça nous tue. Ça nous tue. Voilà. Hein. Et du coup, l'écologie, la vraie, enfin celle qui consiste à faire la transition dont on parle ici, elle est très loin derrière
ces préoccupations-là. Voilà. Merci pour ce témoignage. Effectivement, simplifier les procédures, du dialogue, de la coopération, mais aussi garder les pieds sur terre. Moi, je vous pose une question, parce qu'on a vu en Allemagne notamment, il y a eu le développement de l'éolien terrestre de manière assez considérable. Et ça s'est fait en associant les citoyens, notamment à travers le financement participatif. Et la plupart des champs éoliens terrestres en Allemagne, c'est des champs qui font 6, 10, 15 éoliennes, dans lesquels les citoyens donc, ont une participation financière à travers ce qu'on appelle le crowdfunding. Est-ce que vous verriez la même chose pour l'éolien offshore? Est-ce que ça peut être envisageable? Est-ce que ça peut être un moyen, finalement un moyen financier, économique, de ramener un peu tout le monde à la raison? Alors, merci pour la question, parce que on me fait souvent la remarque, la proposition. En fait, il faut bien comprendre que, je l'ai dit, je le répète, hein, j'ai trouvé cette phrase, elle va très bien, le processus de dialogue dans lequel on inscrit la décision est presque plus importante que le résultat, ou donc ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, sur le fait qu'il y a des personnes qui s'expriment, qui connaissent rien. Oui, ça c'est sûr. Moi, je fais ça tous les jours. Nous, on s'engage à faire répondre à nos clients à toutes les questions. Il y a des questions, on ne les comprend même pas. Hein. Ça, je suis d'accord avec vous, mais au moins, on est garant d'une certaine transparence dans le respect de la parole. Alors, sur plus les projets sont grands, plus il y a de choses à traiter. Donc, oui, il y a un volume important. Bon, je me permets de dire quand même que oui, en effet, les enveloppes de la CNDP m'interpellent beaucoup, moi aussi. Moi, je n'arrive pas à ces chiffres-là, très très loin de là. Donc peu importe, je referme la parenthèse. Alors par rapport ce qu'il faut faire en fait, c'est il faut qu'il y ait une mise en adéquation. Ça, nous, ce qu'on a observé, c'est que quand on parle acceptabilité sociale, tout de suite, l'image, c'est les opposants, c'est ceux qui ne veulent pas du projet. Et on les, entre guillemets, on les rend responsables de cette opposition, bien sûr qu'ils sont acteurs, hein, et on oublie, ça nous on l'a vu, hein, montré, on l'a presque mesuré, bon c'est pas des séances exactes, hein, l'acceptabilité c'est 50-50, c'est-à-dire 50% responsabilité du projet, 50% responsabilité du territoire. Et dans le territoire, il n'y a pas que les citoyens, il y a l'administration, il y a les acteurs économiques, tout le monde est partie prenante. Donc, d'arriver avec des solutions toutes faites, parce que ça a marché à tel endroit, on va venir et on va dire, bah, tiens, là, ça va marcher, une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a besoin de bien comprendre le territoire, de l'analyser rapidement, et ça, on peut le faire dans un débat public, mais on peut le faire différemment. Comprendre comment le territoire. Il y a des gens qui connaissent très bien leur territoire. De temps en temps, on interviewe 2-3 personnes, ça suffit parce qu'on a une description du territoire et on sait quelles sont les attentes du territoire. Et ça évite de venir avec des solutions toutes faites qui peuvent non seulement ne pas être acceptées, mais vont faire chiffon rouge. Nous, on a travaillé pour des métropoles qui voulaient mettre en place l'équivalent du Linky pour l'eau. Et ils avaient un argumentaire qui était... nous, on est allé chercher les perceptions des gens et c'était chiffon rouge. Ils croyaient bien faire, mais ils allaient faire chiffon rouge. Donc, il faut vraiment être très prudent dans la façon dont on aborde son projet. Et moi, pourquoi je milite, hein, c'est pas, bien sûr, le débat, il le faut, les démonstrations de faire revenir les gens dans le milieu dans lequel va s'installer l'éolienne, de faire visiter quand ça existe, ça c'est quelque chose qui fait sens aussi. Bon, ça suffit pas, mais ça fait sens. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle beaucoup, et ce matin, j'ai été frappé, je me rendais pas compte, c'est la première fois que je viens au Havre, c'est un milieu qui est quand même très industriel. Dans la salle, on sentait le poids de l'approche industrielle. Et ce que j'ai compris, moi, c'est que dans l'acceptabilité, eh ben, quand on dit qu'il y a 50% de responsabilité, enfin de responsabilité, pas responsabilité au sens pénal du terme, bien sûr, 50% de quelque chose qui peut être fait par le projet, eh ben, il faut créer au sein des entreprises de l'ingénierie de l'acceptabilité. Moi, j'ai fait cette entreprise, je ne suis pas une agence de concertation comme les autres, hein, j'en fais d'ailleurs pas beaucoup. J'essaie vraiment de créer un lien entre des dimensions humaines qu'on n'aime pas trop, hein, l'histoire des pêcheurs qui disent il y a du poisson, puis en fin de compte on s'aperçoit qu'il n'y en a pas, bah, ça c'est l'argument fausse barbe, hein, c'est le coup, les gens qui s'opposent à un projet, ils s'opposent sur quelque chose qui est matériel. Ils n'osent pas dire ça me perturbe psychologiquement ou ça me fait mal au cœur. Il l'a dit là, mais ils le disent pas vraiment. Donc il faut arriver à trouver de la matérialité.
Donc il faut arriver à prendre ça comme un processus comme un autre. C'est un processus de contraintes extérieures. Les entreprises savent bien gérer ça. Il faut mettre dans les projets, il faut mettre des ingénieurs de l'acceptabilité qui vont être ceux qui vont accompagner leurs collègues et faire en sorte que quand les hypothèses vont commencer à émerger, parce que c'est là en fait où tout se joue, hein, dans un projet industriel, il y a les études de préfaisabilité et de faisabilité, et puis c'est là où on ferme les portes, il y a les hypothèses qui tombent les unes après les autres. Et on sait que quand on a fermé une porte, de la rouvrir, ça coûte très cher. Et quand on a un projet qui est quasiment fini, qui a été super bien réfléchi par des ingénieurs qui ont une tête bien faite, et que c'est le meilleur des projets, et que ça vient se fracasser parce qu'on s'aperçoit qu'en face, il n'y a pas de compréhension, on se dit, zut, on n'a peut-être pas dû fermer cette porte parce que maintenant, il va falloir la rouvrir, ça va nous coûter très cher en image de marque. Voilà, donc les solutions, elles sont là. Hein. Ce n'est pas uniquement le débat, ça, il le faut. Alors, moi, je suis d'accord qu'il faut l'améliorer parce que là, on assiste quand même à des choses qui sont un peu surprenantes, mais il faut l'améliorer. Il faut le continuer. La présidente de la CNDP, avec qui j'échange assez régulièrement, m'a dit nous, on ne fait qu'une analyse de ce qu'on appelle l'opportunité, c'est-à-dire est-ce que le projet il est au bon endroit, est-ce qu'il est bien là? Et elle nous dit il faut continuer le dialogue. Bon, ça veut dire qu'en plus des 700 000 euros, il faut en rajouter derrière, quoi. Mais en tous les cas, ce que vous dites, Jean-François, c'est vraiment ça. Il faut créer du lien social pour que tout le monde puisse être dans une démarche de co-construction, quoi. Et ça peut se faire, en tous les cas, ça se fasse dans le temps. Et il faut que ça soit orchestré. Et pas orchestré. Alors, il y a deux chefs d'orchestre. Il y a le chef d'orchestre qui est externe à l'entreprise. Nous, on nous appelle pour accompagner des projets. La première chose que je fais, moi, c'est que je cherche dans la boîte qui m'appelle le chef d'orchestre en interne. Parce que ça veut dire que lui, il va être obligé de parler à tous les ingénieurs de la boîte, à la direction, parce que justement, il va falloir remettre certaines hypothèses en question. Et c'est un vrai travail. Mes clients ne se rendent jamais compte du travail qu'ils vont être obligés de faire pour en fait redimensionner leur projet, mais sur des bases solides. Et nous, on leur amène des informations externes, on les transforme, on leur mesure du mécontentement, des choses comme ça, pour que ça soit un peu matériel et qu'ils aient une vraie démarche d'ingénieur, parce que c'est ce qu'ils savent faire. Voilà. On ne va pas demander à des jeunes ingénieurs, chefs de projet, de se transformer en psychologue en même temps pour aller débattre avec un tel, parce que c'est peine perdue, quoi. Il y a toujours des expressions qui sont souvent à côté de la plaque, parce que c'est des émotions qui parlent, quoi. Oui, donc les recettes, c'est mettre en place un véritable processus très en amont dans le projet, faire de la co-construction, accepter de répondre à des questions pas toujours très pertinentes, et ensuite pour essayer de déboucher dans les meilleures conditions possibles sur un projet. François, tu vas ajouter une remarque? Oui, je vais ajouter une remarque. C'est qu'effectivement, ce qui me paraît essentiel, c'est d'adapter bien les questions au public, c'est-à-dire qu'ils comprennent les questions déjà, que les réponses ne soient pas guidées. Dans le cas que je citais, la commission n'y a pas pu, ils avaient décidé de faire un questionnaire, très bien. Moi j'ai d'ailleurs écrit au gars en disant votre questionnaire c'est du niveau BTS communication première année, bon, tellement c'était mal foutu. Bon, on a revu un peu le questionnaire, et puis surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis derrière chaque personne qui présentait le questionnaire au public, c'était alors ils allaient dans les centres commerciaux, à la foire aux cochons et à la bière, enfin des trucs sympathiques, quoi. Et on a mis chaque fois, avec ce gars-là, un gars du port. Et les réponses, par rapport au tout début où ça dérapait complètement, les réponses sont devenues beaucoup plus sympathiques. Si bien qu'à la fin, je crois que c'était 78% des gens étaient pour le projet. Alors le gars qui était venu en disant, vous savez, moi, quand je fais des projets, il y en a 2 sur 3 que j'arrive à arrêter. On a dit, bon, ok, on a bien compris. Et là, finalement, j'ai trouvé que son questionnaire il était génial, remarquable, parce qu'il avait fini par faire 78% d'acceptabilité. Et les gens étaient contents pour 2 choses. D'abord parce qu'on les avait interrogés. Deuxièmement, que c'était des questions qu'ils comprenaient et sur lesquelles ils étaient capables de répondre. Et troisièmement, on s'est engagé, on l'a tenu, puisqu'il est ouvert depuis. On a dit, on va faire un port center. Parce que ce port center, donc c'est une association entre la ville, le port et le musée portuaire. Et on a fait un espace de 250 mètres carrés qui présente le port et qui permet au public d'aller faire des visites guidées du port. Comme le port est fermé, il faut le faire en bus. Et voilà. Et je peux vous dire que ça a très bien marché. Voilà. Et donc ce projet, finalement, il a été bien accepté, alors que de la façon dont il était engagé, il était mal parti. Et je pense que c'est important de se mettre
d'essayer de se mettre à la place des gens pour leur expliquer là où sont leurs craintes et comment on peut les rassurer. Ça, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs la question que vous venez de poser en disant mais l'éolienne en mer, est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire comme l'éolienne à terre. Parce que l'éolienne à terre, le gars, il peut aller à son éolienne, enfin autour, et puis il peut voir comment ça marche. Quand vous avez une éolienne qui va être à 20 km en mer, le gars, il ne peut pas imaginer, enfin, il le fantasme son truc, quoi, et d'ailleurs, quand vous mettez, on l'a fait, ça, mettre des photos, et c'est ce que vous mettiez là, quand vous avez mis la photo, enfin dans le film là, entre avant et quand il y aura les éoliennes, il faut avoir un œil très exercé pour voir quelque chose. Donc, voilà, il faut adapter la communication au projet et pas l'inverse. Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, les gens peuvent... Et puis alors, arrêtons de faire enfin, je vous dis, des bouquins 320 pages pour expliquer qu'on va allonger un quai de 1200 mètres. Quoi. Attends, il faut rêver. Voilà. Bref. Bien. Du pragmatisme et des projets adaptés au territoire aussi en matière de communication. Donc, territoire, c'est le T de 5T. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages. J'espère que ça a intéressé l'audience et nos participants en streaming. Merci d'avoir participé.